Bonsoir. Pour toutes les personnes ici présentes, puisque nous avons contrôlé le certificat Covid et que vous êtes assis à distance, il est possible pour vous d'enlever le masque comme moi je le fais présentement. Libre à chacun de respecter les mesures. Alors, Madame la conseillère d'État, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, et chers collègues et partenaires, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de la rentrée 2021, à la fois sur site et à distance. Nous sommes ici une petite trentaine de personnes et plus d'une centaine de personnes suivent cette conférence en ligne. Pour les personnes qui nous suivent en ligne, je vais vous demander de couper les micros et les caméras pour donner toute la place aux intervenants et aux présentations. Pour les personnes ici présentes, merci de votre discrétion si vous deviez vous déplacer pour préserver la qualité audio à distance et aussi pour l'enregistrement qui sera disponible en ligne dès jeudi. Cette conférence durera environ 45 minutes et une période de questions de 15 minutes est réservée. Si vous avez des questions pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous pouvez nous les adresser grâce au chat. Le moment d'échange et de discussion est prévu en fin de conférence pour y répondre. Pour les germanophones qui assistent à cette conférence, vous trouverez également dans le chat le lien vers la page Internet pour télécharger la présentation de la conférence en allemand. La HEDS est fière de vous proposer en primeur les dernières données nationales en matière de besoins en personnel de santé et perspectives de carrière publiées par l'Observatoire suisse de la santé, l'OPSAN. Nous avons l'honneur de recevoir une des trois auteurs de ce rapport, Dr Clémence Mercet, qui, en 2017, nous présentait une situation à l'époque préoccupante, avec un taux de couverture en professionnels du secteur tertiaire de 43% à l'horizon 2025. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Dr Mercet est avec nous pour présenter la situation actualisée et expliciter les données saillantes de ce rapport. Elle pourra ainsi contextualiser ces informations statistiques et les recommandations proposées afin de former suffisamment de professionnels qui s'engagent et demeurent dans la profession. Malgré l'ampleur des besoins, on peut tabler sur un taux d'entrée dans la profession légèrement supérieur au taux de sortie. Ces recommandations ont aussi pour objectif de garantir des effectifs suffisants, un encadrement avec des praticiens formateurs disponibles et finalement, et non le moindre, des pistes pour encourager, favoriser le développement de carrières de longue durée dans les soins. Ce dernier point, relatif au maintien des personnes formées en emploi et à leur développement professionnel, est d'ailleurs une préoccupation que nous souhaitons étudier plus précisément pour notre canton en conduisant une enquête auprès des professionnels en place et des jeunes alumni. De plus amples informations suivront cet automne à ce sujet. Mais laissons pour le moment la priorité à ce rapport tant attendu. Pour introduire dignement cette conférence portant sur les enjeux qui se jouent autour de la profession infirmière, j'ai la chance d'accueillir à la Haute École la conseillère d'État, Mme Anne-Claude Demière, responsable de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg. Je vous en prie, Mme Demière, je vous invite à venir nous adresser un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général, Madame la directrice, Madame la chef de projet, Mesdames et Messieurs les participantes et participants. Vous me faites aujourd'hui le plaisir d'ouvrir votre conférence et je vous en remercie infiniment. Je suis d'autant plus honorée d'être parmi vous ce soir que le sujet abordé occupe mes inquiétudes. Comment faire face à la pénurie du personnel de santé et surtout comment éviter des retraites et des sorties précoces. Je dois dire que je suis aussi contente de participer parce que c'est une des premières conférences en présentiel que je refais depuis presque une année. Sur la question de la pénurie, c'est notre grand défi et nous devons toutes et tous nous mettre à la même table pour essayer d'enrayer cette situation. C'est dans ce cadre que nous allons confier un mandat de recherche à la Haute École de santé Fribourg. Cette étude vise à identifier les facteurs permettant aux infirmiers, infirmières et aux assistants, assistantes en soins en santé communautaire de rester le plus longtemps possible dans la profession.
Je me réjouis qu'elle va être lancée, car le rapport de ma direction et de l'ORTRA en 2017 avait identifié 6 niveaux d'action afin de répondre à la pénurie du personnel de santé dans notre canton, dont justement le maintien du personnel en place. Elle s'inscrit aussi évidemment dans la continuité de l'actualisation du rapport de l'Observatoire suisse de la santé dont les résultats viennent d'être publiés. Selon l'Obsan, il convient de relever un point positif qui démontre que notre engagement ne date pas d'hier et porte ses fruits puisque la situation s'est améliorée depuis 2012 avec une hausse des effectifs du personnel de soins et d'accompagnement de 19%, soit plus de 29 000 emplois supplémentaires. C'est un point extrêmement réjouissant et qui se poursuit dans notre canton. Le nombre d'étudiantes en soins infirmiers à la Haute École de santé Fribourg est ainsi en hausse de 18% pour cette année. Il y a d'ailleurs lieu de relever que depuis plusieurs années, ces chiffres sont à la hausse à chaque rentrée. Il convient également de le relever, comme l'a si bien fait Madame Nathalie Viens-Piton dans une interview de La Liberté, que la hausse de cette année doit aussi beaucoup à l'image forte et compétente qu'a affichée la profession durant cette pandémie. La résilience du personnel de santé a été admirable. Il y a également d'autres éléments mis en avant, comme l'évolution démographique et les nombreuses compétences que ce métier embrasse. Enfin, c'est un métier où il y a d'emploi, c'est un métier d'avenir. Nous devons de tirer parti de tous ces facteurs pour pouvoir répondre à l'inquiétude du rapport de l'Obsan. D'ici 2029 et selon la tendance actuelle, il manquera encore plus de 70 000 personnes dans le domaine. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons écouter Madame Mercet qui va nous présenter justement en détail les résultats de ce rapport national sur le personnel de la santé qui a été mandaté par la Confédération et par la Conférence suisse des directeurs santé dans laquelle je participe au comité. Selon l'Association suisse des infirmiers et infirmières, la Suisse affiche un taux de 11,4 infirmiers et infirmières pour 1000 personnes, soit dans le haut de la moyenne européenne. Ce n'est évidemment pas une excuse pour ne pas poursuivre nos efforts, d'autant plus dans le domaine des départs précoces. L'Obsan le relève. En théorie, les diplômes programmés jusqu'en 2029 devraient être suffisants pour couvrir les besoins. L'écart programmé résulte donc principalement justement de ces départs précoces et des départs en cours de formation. En effet, 45,9% des personnes qualifiées en sciences infirmières quittent prématurément la profession. Parmi elles, la moitié a changé de profession et un tiers n'exerce plus d'activité professionnelle. Pourquoi ces départs? Parce que c'est un milieu largement féminin qui peut peut-être privilégier la vie familiale. Les femmes baissent leur temps de travail ou quittent la profession pour élever un enfant, mais il y a d'autres causes qui mettent en lumière la nécessité de revaloriser le métier. Avec la pandémie, le public a vu qui était en première ligne, la profession a évolué en parallèle avec l'évolution de la médecine et a permis aux infirmiers et infirmières d'acquérir de larges compétences scientifiques, offrant une part de plus en plus importante de l'intégration des soins et de l'interdisciplinarité. Enfin, nous devons également veiller à répondre aux attentes des nouvelles générations qui n'ont plus envie d'enchaîner des horaires irréguliers ou encore des journées interminables. Nous nous devons de faire revenir ces gens qui partent et je me réjouis par avance des recommandations qui seront apportées par l'étude menée par la Haute École de santé de Fribourg, une école d'ailleurs qui propose depuis 2019 un programme de réinsertion qui vise principalement les infirmières qui ont quitté la branche depuis moins de 5 ans. Ce programme de 8 semaines offre des cours théoriques et pratiques pour justement permettre à ces personnes de se remettre à niveau ou peut-être tout simplement de réapprendre des gestes. Il est soutenu par le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, ainsi que par ma direction. Il s'agit là également d'une des actions identifiées dans notre rapport de 2017 pour lutter contre la pénurie du personnel. Pour conclure, permettez-moi d'avoir une pensée pour les infirmiers et les infirmières, pour les médecins, pour les assistantes et assistants en soins en santé communautaire et pour tous les autres membres actifs dans le domaine, pour leur travail inlassable
au quotidien, bien évidemment, mais aussi surtout durant cette pandémie. Je tiens également à remercier sincèrement toutes les étudiantes et tous les étudiants ainsi que les professeurs qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid et qui ont été à nos côtés, notamment durant la première vague l'année passée. Un tout grand merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une très belle conférence et je me réjouis d'écouter le docteur Mercier. Merci pour votre attention. Merci, Madame la conseillère d'État, pour ce message soutenant et engageant pour notre mission, pour la réalisation et aussi à quelques jours de la rentrée. C'est vraiment important pour nous ce que vous avez adressé comme message et pour tous ces professionnels présents dans la salle qui s'engagent à accompagner les étudiants en formation et aussi à les encourager dans leur développement de carrière. Avant de donner la parole à notre conférencière, j'aimerais inviter notre directeur général, M. Jacques Genoux, qui a pris le temps dans son agenda de la pré-rentrée de venir participer à cette rencontre. Merci, Madame la directrice. La relève en soins infirmiers représente des défis et des enjeux sanitaires, économiques et sociaux de taille. Les adresser est définitivement crucial pour pérenniser notre système de santé. Madame la conseillère d'État, Madame la docteure Mercier, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers invités, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue. La période que nous avons vécue ces 24 derniers mois nous rappelle que la santé relève d'une part de la sphère privée impliquant une liberté et à la fois une responsabilité individuelle, libre et responsable. Et d'autre part que la santé relève de la sphère publique ou collective avec les défis et enjeux liés en termes de santé publique, d'interventionnisme étatique, d'éthique, et que parfois ces deux pans peuvent s'entrechoquer. Au centre, les professionnels de la santé, ils et elles ont répondu présents et répondent toujours présents aux nombreuses sollicitations qui composent leur quotidien, avec parfois de belles histoires et des moments de grâce à partager, mais parfois aussi des instants de découragement et de peine. La HESSO Fribourg, et plus particulièrement la Haute École de Santé Fribourg, sont fiers pour deux raisons. Premièrement, de former les futurs professionnels de demain. La HEDS a vu ses effectifs étudiantins se renforcer au cours des 4 dernières années. Et deuxièmement, d'innover par la recherche et de produire de nouvelles connaissances dans le domaine des soins infirmiers et de l'ostéopathie. Former et innover et révéler les potentiels. Telle est la nouvelle vision de la HESSO Fribourg. Et la HEDS, en collaboration avec les entités sanitaires de notre canton, y contribue. Si la formation permet de nourrir nos institutions en force vive de travail, il s'agit de comprendre les mécanismes qui poussent les professionnels à quitter ce domaine passionnant mais également exigeant après quelques années de pratique seulement. Pourquoi? Les réponses et solutions sont multiples. Le rapport national qui vous est présenté et commenté aujourd'hui apportera sûrement les éclaircissements et quelques pistes afin de faire évoluer notre système de santé. Évolution, révolution, disruption, le changement permanent reste à l'œuvre. Et le flux des professionnels du domaine de la santé doit être apprécié, anticipé et conduit de telle manière que demain, un service de santé de qualité reste possible. Et pour conclure, former davantage de nouvelles et de nouveaux professionnels dans le domaine de la santé est important, c'est notre mission en tant que haute école, c'est notre job. Cependant, il reste primordial de travailler sur les conditions cadres attractives pour maintenir ces professionnels au sein des institutions sanitaires suisses. La pertinence des analyses et des conclusions du rapport national sur le personnel de santé arrive à point nommé pour identifier les actions à mettre en place. Et à ce titre, je me réjouis d'entendre la docteure Marcet. Je vous souhaite donc une agréable conférence et vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Bonjour tout le monde. Peut-être quitte à se brouiller avec le protocole, je vais commencer par saluer les personnes qui sont en ligne.
car on va directement couper la caméra pendant la présentation, donc vous ne me verriez plus, mais on se retrouvera tout à l'heure au moment des questions. Madame la conseillère d'État, je vous remercie beaucoup ainsi que Monsieur le directeur général, je vous remercie beaucoup pour vos propos introductifs, pour votre intérêt et votre présence aujourd'hui qui honore les travaux de l'Obsan. Madame la directrice, je vous remercie aussi infiniment pour votre invitation. Deuxième fois en 5 ans, ça devient un rituel. On ne peut que souhaiter que ça se poursuive encore dans les années à venir. En tout cas, l'Obsan est toujours heureux de saisir les opportunités de présenter ses publics, ses résultats, ses travaux à un public intéressé. Donc, je me réjouis aussi de vous voir aussi nombreux dans la salle et de ne pas vous voir, mais de vous percevoir apparemment très nombreux aussi derrière votre écran. Et je ne vois pas ma présentation ici, mais je pense que je peux la retrouver. C'est tout bon. Ouais, je crois que ça va. Voilà le plan de la présentation aujourd'hui. Alors, quelques brefs propos introductifs. Et puis, je vais vous présenter ensuite 3 catégories de résultats. Les premiers, il s'agira d'une description des effectifs en personnel et des développements récents en la matière. Ça nous permettra de voir un peu quelles sont les tendances concernant les besoins de relève. La deuxième catégorie de résultats a trait à la formation. Et là, je vais aller assez dans le détail aussi en combinant des résultats de différents travaux, puisqu'on est dans une institution formatrice précisément. Donc, pour vraiment bien comprendre les dynamiques à l'œuvre dans les parcours de formation des étudiants. Et j'espère que ces propos vous permettront de mieux comprendre, ou de comprendre de la façon la plus complète, le modèle de projection que l'Obsan a mis en place pour établir les besoins d'offres et de relève, l'offre et les besoins de relève en personnel soignant. Et pour terminer, quelques propos de conclusion. Le contexte, bon, on le connaît tous, on vit une période de pandémie depuis bientôt 2 ans. Ce contexte-là, effectivement, a mis en lumière de façon inédite les professions soignantes. Ces personnes ont été au front. Ça a permis de montrer l'importance de ces personnes, mais aussi de donner une image très positive. Donc là, c'était à la fin de l'année 2020, le matin dimanche, qui chaque année nomme le Suisse ou la Suissesse de l'année, avait élu les infirmières suissesses de l'année. Ce contexte, il a aussi particulièrement exacerbé certaines tensions qui existaient déjà depuis plusieurs années, des tensions liées au manque de personnel, liées à la dépendance envers le personnel étranger, des questions d'épuisement de personnel, et toutes ces tensions, elles se sont particulièrement cristallisées dans l'initiative qu'a proposé, lancée l'Association suisse des infirmières et infirmiers pour des soins infirmiers forts, et sur laquelle d'ailleurs nous voterons en novembre. On voit qu'on est dans un thème qui est d'une actualité criante, mais ça c'est pour le contexte immédiat. L'Obsan a toujours adopté un point de vue un peu plus à moyen terme ou long terme, ne serait-ce que parce que nous sommes limités par nos bases de données. On saura combien de personnes ont travaillé dans les hôpitaux en Suisse en 2020 à la fin de cette année. Donc, on n'est pas en mesure de faire un suivi de près de la crise, mais c'est tout aussi utile d'avoir aussi des perspectives à plus moyen et plus long terme. Donc, ça fait effectivement plus d'une dizaine d'années que l'Obsan travaille sur la question du personnel de santé. Il y a eu un premier rapport en 2009, une actualisation en 2016, et là, on est dans la deuxième actualisation en 2021. On a toujours travaillé de façon en collaboration avec la conférence des directrices et directeurs de la santé, la CDS, et le ODA Santé, donc l'Organisation nationale fêtière du monde du travail dans la santé. Et historiquement, le travail se partageait de la manière suivante. Donc l'Obsan se concentrait sur les calculs, enfin, comptait le personnel soignant, faisait les projections concernant les besoins futurs, et la CDS et ODA Santé se concentraient plus sur les questions de besoins de relève et sur les recommandations de mesures pour lutter contre le manque de personnel de santé. Donc cette année, on a vraiment uni nos forces dans un seul et unique rapport. Aujourd'hui, je mettrai quand même plutôt l'accent sur la partie pour laquelle j'ai été responsable. Donc, c'est tout le calcul de l'offre et des besoins de relève. On n'irai pas en détail sur les recommandations politiques. Là, je vous renvoie volontiers au rapport. Mais je pense que c'est déjà très utile de
comprendre comment on arrive à ce résultat. Vous avez peut-être entendu un taux de couverture des besoins de relève de X%. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je ne vais pas divulgacher ce qui viendra en fin de rapport, mais je crois que c'est vraiment très important de prendre le temps de comprendre comment on arrive à ces résultats. Donc c'est là-dessus que je vais axer la présentation des résultats. Aussi en complément, c'est vrai que cette année, l'Obsan a particulièrement travaillé sur la question du personnel de santé, et déjà au mois de mai ou juin, on avait sorti une actualité OFS. Alors c'est un travail en collaboration avec l'OFS sur les parcours de formation dans le domaine des soins, et ce sont aussi des résultats que j'ai intégrés à la présentation d'aujourd'hui. C'est un peu un mix qui est exclusif pour vous. Avant de poursuivre, peut-être juste préciser le périmètre de notre étude. Donc, pour recenser le personnel de santé, on se base sur la statistique des hôpitaux, la statistique des établissements pour personnes âgées et la statistique des services d'aide et de soins à domicile. Ça veut dire que toute l'activité ambulatoire en cabinet n'est pas couverte par notre rapport, faute de base de données disponibles. Mais ça nous donne déjà une couverture, en tout cas pour le personnel de soins et d'accompagnement, je pense une couverture assez exhaustive, parce que ces personnes travaillent essentiellement au sein de ces 3 institutions. Les autres catégories de personnel qui sont traitées dans le rapport, il y a encore les sages-femmes, le personnel médico-technique, personnel médico-thérapeutique, mais on va dire que c'est plutôt à la marge, et l'accent est vraiment mis sur le personnel de soins et d'accompagnement. D'ailleurs, je vous parle aujourd'hui exclusivement de cette catégorie de personnel. Encore préciser ce qu'on entend par personnel de soins et d'accompagnement. Ici, il faut comprendre qu'on englobe l'ensemble des niveaux de formation. Donc au niveau tertiaire, le personnel infirmier, que ce soit formé en école supérieure ou en HES, aussi le personnel infirmier avec spécialisation. Au degré secondaire 2, avec CFC, donc le certificat fédéral de capacité, on entend principalement les assistants en soins et santé communautaire, dits ASSC. Il y a également les assistants socio-éducatifs qui sont particulièrement présents en Suisse romande dans les institutions pour personnes âgées. On a encore le degré secondaire 2 AFP, ici c'est l'attestation de formation professionnelle, une formation de 2 ans, et là ça fait plutôt référence aux aides en soins et accompagnement, et on a encore une catégorie autre sans formation, un peu fourre-tout, mais qui comprend entre autres les auxiliaires de santé Croix-Rouge. Après, bien sûr, dans les institutions, il y a encore des personnes qui ont des titres de formation obtenus avec d'anciennes voies de formation qui n'existent plus aujourd'hui, mais on arrive à faire correspondre plus ou moins à ces différentes catégories de formation. Voilà, donc pour la présentation des résultats, notre point de départ, c'est l'année 2019, et cette année-là, on a recensé donc 185 600 personnes du domaine des soins et de l'accompagnement dans les institutions de santé. Si on a, pour toutes nos analyses rétrospectives, on a pris comme année de référence 2012, c'était notamment par rapport à la réforme du financement hospitalier qui pouvait un peu donner des couacs dans les statistiques, donc c'est pour ça qu'on ne prend pas un horizon temporel plus long, mais on voit déjà que sur 7 ans, effectivement, en 2012, on avait 156 500 personnes du domaine des soins et de l'accompagnement, donc 20 900 personnes ont été engagées de façon supplémentaire entre-temps. Ça correspond à un taux de croissance de 19% de l'effectif. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment cet effectif a évolué en fonction du domaine de prise en charge. Et là, on voit qu'en fait, l'effectif a augmenté particulièrement rapidement dans le domaine de l'aide et des soins à domicile, plus 39%. Viennent ensuite les établissements pour personnes âgées, plus 17%, et finalement les hôpitaux et cliniques, plus 13%. Donc ici, on voit vraiment les effets de ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Donc pour le domaine hospitalier, ça fait référence au fait que de plus en plus souvent, les interventions sont réalisées de façon ambulatoire, donc sans nécessité de passer la nuit à l'hôpital, mais ce qui peut impliquer des besoins de soins de suivi au domicile. Et puis, dans le domaine des soins de longue durée, ça fait notamment référence aux politiques de maintien à domicile qui visent à repousser le moment d'entrée en EMS. Et puis, voilà, ces différentes évolutions, développements impactent finalement très concrètement les besoins en personnel des organisations d'aide et de soins à domicile.
Une autre manière d'appréhender ces évolutions, c'est de regarder de quelle manière les effectifs ont évolué par niveau de formation. Et ici, ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir que la catégorie secondaire 2 avec CFC, donc, qui englobe essentiellement les assistants en soins et santé communautaire, l'effectif de cette catégorie de personnel a augmenté de 52% sur 7 ans. Donc là, on voit vraiment que, on le verra encore tout à l'heure au niveau de la formation, mais donc il y a vraiment eu un essor dans la formation des ASSC, et là, très concrètement, on voit leur entrée sur le marché du travail. Et puis, du coup, ça a modifié le grade mix de l'effectif en personnel de soins et d'accompagnement, donc le grade mix, la composition par niveau de formation, puisque le personnel secondaire 2 avec CFC représentait 17% de l'effectif en 2012, il en représente 22% 7 ans plus tard. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce personnel s'est tant substitué à des personnes plus qualifiées, ce qui a plutôt été le cas en EMS, mais ils se sont aussi substitués à des personnes moins qualifiées, ce qui a plutôt été la tendance dans le milieu hospitalier. Et puis, ce qu'on peut encore mentionner pour le domaine du grade mix, c'est que les hôpitaux présentent le profil le plus qualifié, avec 70% de personnel tertiaire, donc de personnel des soins infirmiers, alors que le personnel du niveau secondaire 2 ou le personnel auxiliaire est essentiellement actif dans le domaine des soins de longue durée, que ce soit en EMS ou dans les soins à domicile. Donc voilà pour cet aperçu, je l'espère pas trop rapide, mais très synthétique, des tendances les plus marquantes qui ont été identifiées pour ces dernières années. Elles sont résumées ici. Donc on voit de manière générale une croissance de l'effectif surtout rapide dans le domaine des soins de longue durée, et en particulier dans le domaine des soins à domicile. Et pour le grade mix, on l'a vu, ce renforcement du niveau de qualification intermédiaire, et puis également ces différences de grade mix entre les institutions, avec les hôpitaux qui présentent ce profil plus qualifié. Et voilà. Maintenant, je vais passer aux questions de formation. Et je pense qu'avant toute chose, c'est utile soit de montrer ou de rappeler de quelle manière est structurée la formation dans le domaine des soins et de l'accompagnement. En fait, il est vraiment important de ne pas considérer chaque filière de formation de façon isolée, mais vraiment de comprendre qu'elles font système. Et c'était précisément la volonté ces 15 dernières années de mettre en place une systématique de la formation. Et l'idée, c'est qu'à chaque niveau de formation, il y a des perspectives professionnelles, il y a soit des passerelles, où il y a des ponts, il y a des possibilités de poursuivre sa formation à un niveau supérieur. Et cette systématique est censée participer également à l'attractivité des professions de santé, puisqu'elles offrent des opportunités de progression dans sa carrière. Donc, de manière générale, on a au niveau tertiaire les 2 filières école supérieure et HES, pour les 2 filières en soins infirmiers. Ensuite, au niveau secondaire 2, on a les formations professionnalisantes, où on retrouve ici justement les aides en soins et accompagnement au niveau de l'attestation de formation professionnelle, formation qui donne accès au titre d'assistant, enfin à la formation d'assistant en soins et santé communautaire. Et après, cette formation-là donne accès à une formation au niveau tertiaire, soit directement en école supérieure ou avec une maturité professionnelle. Elle donne l'accès à une HES. Et puis après, on a encore les formations générales, donc que ce soit la maturité gymnasiale, l'école ou l'école de culture générale, qui, au moyen d'une maturité spécialisée, donne également accès à la HES. Donc voilà, on a un peu ces flèches qui nous montrent quelles sont les différentes trajectoires de formation. Il faut savoir que l'offre de formation dans le domaine des soins est en train de s'étoffer. Il y a des brevets fédéraux qui sont en train de se mettre en place. Donc, l'offre réelle est plus large que ce que je vous propose sur ce slide, mais c'est les formations que nous, on a retenues pour l'analyse, pour un peu délimiter notre sujet d'étude. Un autre élément qui est particulièrement important dans le contexte suisse, dans le domaine de la formation, c'est les particularités régionales dans la structure de la formation.
Donc, au degré tertiaire, effectivement, en Suisse alémanique, on est plus orienté sur les écoles supérieures. Donc, ici, vous avez la distribution des titres en 2019. Il y a également une offre en HES, mais qui occupe vraiment une moindre place. En Suisse romande, c'était une décision politique d'orienter la formation en soins infirmiers au niveau des HES. Donc, on voit qu'on a la quasi-totalité des titres qui sont délivrés en HES, mais il y a une brèche un peu qui est rentrée dans ce principe ces dernières années, avec notamment l'ouverture de filières ES dans le Jura bernois et en Valais, ce qui fait qu'on a quand même quelques personnes, vu que là on est sur la région linguistique, quelques personnes en Suisse romande qui se forment en ES. Et au Tessin, d'après ma compréhension, il y a aussi eu la volonté de faire évoluer la formation au niveau HES, mais tout en maintenant une offre au niveau ES, et ce qui fait qu'on a finalement une offre de formation qui est un peu plus équilibrée, on va dire, entre les deux types de formation. Ces particularités régionales, on les retrouve aussi au niveau de la formation du niveau secondaire 2. Donc là, on voit que pour en Suisse alémanique, donc les ASSC, les assistants en soins et santé communautaire, jouent un rôle particulièrement important. Cette offre au niveau secondaire 2 est complétée par les aides en soins et accompagnement. En Suisse, oui, au Tessin, on a une structure de formation qui est assez proche, avec un poids plus important des aides en soins et accompagnement. Et puis, en Suisse romande, on a cette particularité des assistants socio-éducatifs, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui jouent un rôle particulièrement important, notamment dans les institutions pour personnes âgées. Donc ici, on retient toujours, il y a 4 piliers pour les assistants socio-éducatifs, mais on retient toujours les piliers options générales et accompagnement des personnes âgées, parce que c'est vraiment ces formations-là qui permettent d'exercer dans le milieu de la santé. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces formations du degré secondaire 2, elles donnent accès, sous réserve d'une maturité gymnasiale ou pas, selon la filière vers laquelle on se dirige, mais elles donnent accès à une formation du degré tertiaire. Donc, si on veut savoir quelle est la part de diplômés qui sera effectivement disponible à ce niveau de formation, il faut savoir quelle va être la part qui va poursuivre son parcours de formation au niveau tertiaire. Et c'est précisément les analyses qu'on a menées au FS, qui ont été publiées au printemps ou en début d'été, qui nous permettent donc ça c'est des analyses que réalise régulièrement l'OFS, où ils analysent ces trajectoires de formation, ces passages du degré secondaire 2 au tertiaire. Mais en général, c'est pour l'ensemble de la Suisse. Et là, dans notre collaboration, ils ont sorti ces résultats pour le domaine spécifique des soins. Et donc, c'était particulièrement intéressant d'appliquer leurs analyses à un domaine de formation très spécifique. Et pour les assistants en soins et santé communautaire, ça nous donne les résultats suivants. Donc, je maintiens toujours la distinction par région linguistique parce que c'est vraiment des réalités de formation qui sont assez différentes. Mais on voit qu'en Suisse alémanique et romanche, on a donc un peu plus de la moitié des diplômés de 2012. Donc voilà, ici on a tous les diplômés les détenteurs d'un titre ASSC obtenu en 2012 et on observe 6 ans après quelle a été leur trajectoire de formation. Et donc en Suisse alémanique et romanche, un peu plus de la moitié a effectué une transition vers le degré tertiaire, le plus souvent vers le domaine des soins infirmiers dans une ES. On a également 11% qui se sont dirigés vers une autre formation du degré tertiaire. Alors ici, on les a mis en gris, en négatif, parce que par rapport à nos thématiques du domaine des soins, on les considère comme, entre guillemets, perdus. Ils ne sont pas forcément perdus pour le domaine de la santé. En tout cas, ils n'ont pas poursuivi dans le domaine des soins. Et puis, on a un peu moins de la moitié donc, qui se maintient au niveau secondaire 2 et qui, donc, théoriquement, reste disponible pour exercer la profession d'ASSC. En Suisse romande, on voit que cette mobilité verticale vers le niveau tertiaire est plus faible, est plus limitée, puisqu'on a les 3/4 des diplômés qui sont restés au niveau secondaire 2, et parmi le quart restant, la majorité s'est orientée vers une filière en soins infirmiers, mais vers une HES. Et puis en Suisse italienne, alors là, bon, on a des effectifs qui sont très faibles, donc on ne voit pas grand-chose sur ce slide, mais on a en fait une mobilité verticale, une transition vers le niveau tertiaire qui est particulièrement élevée, puisque les 2/3 ont poursuivi
au niveau tertiaire et il reste un tiers à disposition au niveau secondaire 2. Voilà, donc c'est particulièrement important d'avoir connaissance de ces trajectoires de formation parce que l'offre de relève ne correspond donc pas forcément à l'offre de diplômés. Ici, je reprends mes diplômes délivrés. Alors là, c'est la moyenne pour 2017-2019, mais c'est le taux de diplômés pour 100 000 habitants pour chacune des filières de formation. On voit que la Suisse alémanique a, en comparaison avec la Suisse romande et le Tessin, une activité de formation par rapport à sa population qui est un peu plus élevée. Mais si on déduit maintenant les personnes qui vont poursuivre leur formation au degré tertiaire, on obtient en fait un tableau qui est assez différent. Et finalement, la Suisse romande a une offre de diplômés qui reste disponible, qui est plus importante par rapport à sa population que la Suisse alémanique et le Tessin. Comme on l'a vu, il y avait des taux de transition assez élevés, donc qui sont encore beaucoup plus bas. Pour compléter le tableau, on ne va pas seulement considérer le niveau secondaire 2, on va aussi intégrer le taux de diplômés au niveau tertiaire. Donc ici, on a les résultats. On voit que la Suisse alémanique et romande ont des taux de diplômés par rapport à la population assez proches. Et puis le Tessin a une activité de formation qui est un peu plus intense, qui est peut-être liée justement au fait qu'il y a ces deux filières qui sont proposées dans le même canton. Et voilà, alors ici j'ai cumulé, j'espère ne pas trop vous embrouiller, j'ai cumulé les taux bruts de diplômés. C'est pas tant ça qui m'intéresse que justement reprendre ce taux net, donc avec déduction des personnes qui poursuivent leur formation au degré tertiaire. Et voilà, ce que je voulais montrer ici, c'est que si a priori on a l'impression qu'en Suisse alémanique, on forme beaucoup plus, en Suisse alémanique ou au Tessin en l'occurrence, on forme beaucoup plus de personnes dans le domaine des soins et de l'accompagnement. Au final, comme personnes disponibles pour le système de santé, les choses s'équilibrent passablement entre les régions linguistiques. Et puis, j'attire même votre attention sur le fait qu'en Suisse romande et au Tessin, on a des diplômés théoriquement disponibles, un taux de diplômés théoriquement disponibles un peu plus élevé qu'en Suisse alémanique. Et ce sera intéressant de revenir sur ce constat en fin de présentation. On en discutera tout à l'heure. Donc, ça, c'était vraiment le point de vue des trajectoires de formation. C'est particulièrement important pour comprendre la relève disponible au niveau secondaire 2. Maintenant, pour comprendre la relève disponible au niveau tertiaire, on va plutôt s'intéresser à l'origine des entrants, donc changer la perspective et prendre plutôt une image rétrospective. Et pour l'origine des entrants, on a donc les résultats suivants. Ici, on fait la distinction par type de filière, ES, HES, plutôt que par région linguistique. Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans les HES, environ la moitié des entrants sont issus des filières générales, donc école de culture générale ou maturité gymnasiale. Il y a également les ASSC qui représentent 17% des entrants, environ 25% d'entrants avec CFC si on considère les autres titres. Et en comparaison, on voit que dans les écoles supérieures, plus de la moitié des entrants proviennent de la filière d'assistants en soins et santé communautaire. Et ici, les formations générales jouent un rôle bien moindre. Si on prend l'image pour toute la Suisse, au niveau du total, on voit qu'un peu moins de la moitié des entrants disposent d'un CFC d'assistant en soins et santé communautaire. Et on va retenir encore que 22% proviennent des formations générales. Si jamais pour ce qui est en grisé, le 18%, aucun titre trouvé dans l'AB. L'AB, c'est le nom de la base de données, mais ça veut dire que soit ces personnes ont obtenu leur titre avant 2011, soit elles l'ont obtenu à l'étranger. Donc ça peut aussi nous donner une idée du profil de ces personnes. Mais en tout cas, voilà, on constate déjà une sociologie des entrants qui est assez différente entre les ES et les HES. Voilà, donc maintenant que ces dynamiques de formation ont été présentées, on va voir quelle a été l'évolution du nombre de diplômes dans le domaine des soins et de l'accompagnement ces dernières années. Et ça, c'était un des résultats très forts du rapport, c'est de constater ici au niveau tertiaire
en considérant ensemble les filières ES et HES. Donc, entre 2012 et 2019, on est passé de 1800 à près de 3000 titres délivrés par année, donc une hausse de 65% du nombre de diplômés. On voit, si on compare cette hausse de 65% à la hausse de 19% de l'effectif, on se rend compte à quel point l'activité de formation s'est intensifiée ces dernières années. Ça a été possible grâce à l'engagement des écoles, des HES et des écoles supérieures, de créer ces places de formation, de recruter ces étudiants, mais ça a aussi été rendu possible par le fait que le vivier de recrutement s'était agrandi au cours de cette période. Si on prend ici les diplômés du niveau secondaire 2, on voit, alors on retrouve en orange flashy les assistants en soins et santé communautaires dont le nombre de diplômés a aussi très fortement augmenté ces dernières années. Et ça, une partie de ces personnes-là s'est intégrée sur le marché du travail, c'est ce qu'on a observé tout à l'heure avec l'évolution des effectifs, et une partie a aussi poursuivi sa formation au niveau tertiaire, ce qui a permis de former plus de personnel infirmier. Donc, globalement, si on prend nos 3 titres de formation, on est passé de 4000 diplômés à 6200 en 7 ans, donc une hausse de 55%, donc qui est aussi tout à fait remarquable. Et puis, comme les ASSC, c'est une source d'entrants particulièrement importante pour les ES, mais pas beaucoup moins pour les HES, j'ai quand même juste encore sorti l'évolution du nombre de maturités spécialisées dans les domaines santé et sciences naturelles. Donc qui représentait environ 30% des entrants en HES. Et puis on voit, alors là j'ai pu prendre les données jusqu'à 2020, mais sur 2012 à 2019, on a une hausse de 31% des titres. Si on prenait une année après, de 2013 à 2020, on est même à 47% de hausse. Mais voilà, au niveau secondaire 2, à tous les niveaux de formation, pour toutes les filières de formation, il y a vraiment eu un grand succès de la formation dans le domaine des soins. Donc, pour résumer un peu ces différents résultats, par rapport à la relève au niveau tertiaire, voilà, il faut vraiment souligner le fait que les tendances observées au niveau secondaire 2 se répercutent sur la formation au niveau tertiaire. Et je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné tout à l'heure, mais le passage au degré tertiaire, il reste quand même conditionné de façon très forte à la disponibilité d'un nombre suffisant de places de formation, particulièrement de formation pratique, donc de places de stage, ce qui a souvent été considéré comme un goulet d'étranglement dans le domaine, pour la formation de personnel infirmier. Et au vu de la hausse du nombre de personnes en formation ces dernières années, c'est aussi un aspect qui a fortement mis sous pression les institutions de santé de pouvoir intégrer et accompagner ces étudiants. Et puis, par rapport au niveau secondaire 2, donc rappeler vraiment cette double fonction de la formation à ce niveau-là. D'une part, la fonction de maintien dans la profession, pour exercer en tant qu'ASSC ou en tant qu'aide en soins et accompagnement, mais également cette fonction de recrutement pour passer au niveau tertiaire. Et puis, voilà, donc il est nécessaire de tenir compte des trajectoires de formation pour connaître la relève effectivement disponible. Donc, tous ces éléments, je l'espère, vont vous permettre de comprendre au mieux le modèle de projection que nous avons développé sur l'offre et les besoins de relève entre 2019 et 2029. Donc, c'est un horizon temporel, on va dire, assez moyen, comme on a pas mal complexifié notre modèle de projection par rapport au rapport précédent. Ça n'a pas forcément de sens de voir un horizon temporel trop lointain, parce qu'après, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais ici, on est à une échelle assez opérationnelle encore. Et donc, ce modèle de projection, il fonctionne de la manière suivante. Donc, on confronte l'offre et les besoins de relève. Pour les besoins de relève, on prend, donc il y a 2 composantes. Il y a d'une part les besoins en personnel supplémentaire. Et ici, en fait, je m'appuie principalement sur les travaux de mes collègues qui réalisent des projections sur le recours futur aux soins. Donc, en fait, on va tenir compte de l'évolution démographique, de la croissance de la population, du vieillissement de la population, pour savoir quel sera le nombre futur de patients dans les institutions de santé suisses. Et ça va nous permettre d'estimer le nombre de soignants nécessaires pour traiter ces patients. Donc le nombre les besoins en personnel supplémentaire d'un côté, et d'un autre côté, les besoins en remplacement.
Donc, remplacement des départs à la retraite, évidemment, mais également remplacement des sorties précoces de la profession. Et ça, c'est un élément qu'on a été en mesure d'estimer, mais uniquement pour les soignants du degré tertiaire. Du côté de l'offre en relève, ici, en fait, nous sommes partis des scénarios de projection de l'OFS dans le domaine de la formation. Et en fait, pour la réalisation de ces scénarios de formation, l'OFS tient compte justement des dynamiques que je vous ai présentées tout à l'heure, de cette tendance, de cet attrait, on va dire, pour les professions du domaine des soins, d'un point de vue thématique, et puis de cet effet aussi mécanique. Si on a plus d'ASSC formés, on aura plus de gens qui vont s'orienter après vers une formation en soins infirmiers. Et ils intègrent ces différents paramètres dans leur projection, et ce qui fait qu'ils prévoient une hausse de 28% du nombre de titres délivrés à l'horizon 2029. C'est toujours sous réserve de la disponibilité d'un nombre de places de formation suffisant, mais c'est en théorie l'offre de personnes qui souhaiteraient travailler, qui souhaiteraient se former dans le domaine des soins au niveau tertiaire. Donc, on va partir de l'idée qu'il va y avoir une croissance au niveau du nombre de titres délivrés, mais on a aussi tenu compte du fait que toutes les personnes formées ne vont pas nécessairement exercer la profession pour laquelle ils ont été formés, ou toutes ne vont pas le faire au sein d'une institution de santé. Donc là, sur la base des enquêtes réalisées auprès des personnes diplômées, on a pu estimer la part de personnes qui restent disponibles pour les institutions de santé. Alors, je ne vais pas dans le détail de chacune de ces cases, et d'ailleurs, j'espère que le temps, ça va, on est bien. Je voulais juste vous montrer par rapport aux besoins en personnel supplémentaire. À ce niveau-là, il n'y a pas forcément de révolution qui est attendue. Donc notre année de départ, c'est 2019. On voit la tendance de ces dernières années depuis 2012. En fait, on voit qu'on est assez dans la continuité par rapport aux besoins en personnel, mais on constate effectivement que c'est un marché qui est en croissance continue, et effectivement avec des besoins qui ne font qu'augmenter. Mais quand même toujours dans la continuité de ce qu'on a observé ces dernières années. C'est en tout cas ce que prévoit notre scénario de référence. Vous voyez ici, on a aussi un scénario minimal, un scénario maximal. Là, je vous renvoie au rapport pour voir les hypothèses qui composent ces scénarios, mais ça nous donne un peu l'idée de l'incertitude par rapport à cette évolution future. Donc, pour le degré tertiaire, ça représente 15 900 personnes supplémentaires, et pour le degré secondaire 2, 12 600 personnes supplémentaires. C'est un nombre qui est un peu plus petit que pour le degré tertiaire, mais par rapport à leur poids dans le grade mix, finalement, comme c'est des personnes qui travaillent beaucoup dans les soins de longue durée, proportionnellement, les besoins en personnel de degré secondaire 2 devraient augmenter plus rapidement que pour le niveau tertiaire. Donc, les résultats de ces scénarios, de ce modèle de projection, ça nous donne ceci pour le niveau tertiaire. Donc, on est arrivé à un besoin de relève à l'horizon 2029 de 43 400 personnes. Donc, ici, on inclut les besoins en personnel supplémentaires, c'est 15 900 personnes. Également les départs à la retraite. Et là, on voit que la démographie du personnel infirmier va jouer un rôle très important parce que ça représente presque la moitié des besoins de relève. Et puis également les sorties précoces de la profession. Ici, on a estimé à 6 700 sorties précoces de la profession. Après, j'aurais pu complexifier un peu le graphique parce qu'il y a, dans les sorties précoces de la profession, elles interviennent souvent soit en début de carrière ou entre 25 et 35 ans, soit à partir de 50-55 ans. Et là, en fait, on a des personnes qui vont quitter, qui seraient susceptibles de quitter de façon précoce la profession, mais à l'horizon 2029, de toute façon, elles seraient parties à la retraite. Donc 43 400 personnes pour le besoin de relève et une relève disponible estimée à 28 900 personnes. Donc ici, on a en fait, on estime à environ 37 000 le nombre de titres délivrés à l'horizon 2029, mais avec une relève disponible en fait, de 77% du nombre de titres délivrés, donc 28 900 personnes. Ces résultats, ça nous donne un taux de couverture des besoins de 67%.
Donc, 67%, c'est effectivement mieux que ce qui avait été estimé dans le rapport précédent, où à l'époque, mes collègues étaient arrivés à un taux de couverture de 43%. Ce n'était pas l'Obsan qui avait fait ces calculs, mais ces deux taux de couverture, il faut savoir qu'ils ne sont pas directement comparables parce que la méthode a évolué sur plusieurs points. Et en particulier le fait qu'à l'époque, ils avaient confronté les besoins de relève au nombre de titres délivrés en 2014, alors que dans notre modèle, on tient compte de l'évolution attendue du nombre de titres délivrés. Je pense que les deux choix se défendent, mais il y a eu un changement méthodologique qui explique qu'on a un résultat plus favorable, mais il est indéniable que la situation s'est améliorée par rapport à 2016, ne serait-ce que comme on l'a vu au niveau de la formation, l'activité de formation s'est véritablement intensifiée. Donc effectivement, le taux de couverture est meilleur, mais il reste toujours un tiers des besoins de relève qui ne sont pas couverts, selon notre modèle, par l'offre de formation en Suisse. Au niveau du personnel de soins et d'accompagnement du degré secondaire 2, on arrive ici à un besoin de relève de 27 100 personnes. Ici, le besoin de relève est certainement légèrement sous-estimé puisqu'on n'a pas pu tenir compte des sorties précoces de la profession. Et au niveau de la relève disponible, on arrive à 21 600 personnes. Et maintenant, je pense que vous comprenez bien pourquoi il y a un écart aussi important entre le nombre de titres délivrés et la relève disponible. C'est qu'on a environ la moitié qui poursuit sa formation au niveau tertiaire et donc qui ne reste pas disponible à ce niveau-là. Ces résultats, ils correspondent à un taux de couverture des besoins de 80%. Ici, on est aussi avec des résultats un peu plus favorables qu'il y a 5 ans. C'est aussi une situation qui est un peu plus confortable que pour les soignants du degré tertiaire, mais il reste toujours, selon notre modèle, 20% qui ne sont pas couverts par la relève en Suisse. Donc déjà aujourd'hui, finalement, on a des tensions qui sont rapportées sur le marché du travail, des difficultés de recrutement. Dans le cadre de ce rapport, il y a un sondage qui a été mené auprès des cantons suisses et la plupart rapportaient effectivement des difficultés de recrutement. Ça ne veut pas nécessairement dire que les postes ne peuvent pas être pourvus, mais ça veut dire que c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, c'est plus cher. Ça, c'est c'est parmi les conséquences de ces difficultés de recrutement. Et puis, dans le contexte suisse, une des conséquences vraiment les plus caractéristiques de ces difficultés de recrutement, c'est la dépendance envers le personnel étranger. Cette dépendance, elle est particulièrement forte pour les niveaux de formation les plus élevés. Donc là, on voit au niveau tertiaire, 30% de personnel infirmier des hôpitaux et des EMS qui ont un diplôme étranger. C'est une information qu'on n'a pas pour les soins à domicile. Avec ici aussi des différences régionales qui sont très importantes, puisqu'en Suisse romande et au Tessin, c'est même plus de la moitié du personnel infirmier qui dispose d'un diplôme étranger, alors que ce taux est de 22% en Suisse alémanique. Et c'est là que je voulais revenir sur le fait qu'en Suisse romande et en Suisse et au Tessin, on a vu tout à l'heure que l'activité de formation nette, finalement, était plus élevée qu'en Suisse alémanique. Donc, on a un peu un paradoxe entre une activité de formation nette plus élevée et une plus grande dépendance envers le personnel étranger. À vrai dire, voilà, on n'en finit pas de creuser ce thème et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra chercher à comprendre plus en détail. Est-ce que la Suisse latine est en période de rattrapage au niveau de la formation ? Est-ce que le skill mix est différent? Est-ce que le personnel médico-thérapeutique ou médico-technique joue un rôle plus important en Suisse alémanique? Est-ce que la dotation en personnel soignant n'est pas la même entre les régions linguistiques? C'est des hypothèses qu'on peut lancer, mais c'est en tout cas des pistes de recherche aussi pour comprendre ces différences régionales. Voilà, donc en conclusion, sur le thème de la formation de la relève, voilà, on a vraiment observé cet engouement pour les formations du domaine des soins et de l'accompagnement, un engouement qui remonte, qu'on observe déjà depuis plusieurs années, mais effectivement qui semble s'être encore accru en cette période de Covid, avec un pic dans les inscriptions encore observé, je crois, si j'ai bien compris, plus 18% lors de la dernière rentrée. Donc, on a un potentiel de relève qui est effectivement important,
Maintenant, l'enjeu pour les institutions de formation, c'est de effectivement recruter ces étudiants, parce qu'ils ne vont pas non plus forcément venir tout seuls. Donc là, il y a toute la question du marketing des professions qui rentre en jeu. Cette question cruciale du nombre de places de formation, d'un nombre de places de formation suffisant, et également susciter un intérêt pour les soins de longue durée. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans les difficultés de recrutement rapportées par les cantons, ces difficultés, elles sont surtout importantes pour les niveaux de formation les plus élevés et surtout pour le domaine des soins de longue durée. Donc, c'est aussi particulièrement important de rendre ce domaine de prise en charge attractif. Et puis, au niveau de l'offre et des besoins de relève, effectivement, grâce à l'augmentation, à l'intensification de l'activité de formation, on a une situation qui s'est améliorée par rapport au rapport précédent, mais on a toujours ces écarts qui subsistent. Et Madame la conseillère d'État, qui a bien lu le rapport, et je m'en félicite, le mentionnait tout à l'heure, si on prend l'offre de formation, on arrive à couvrir les besoins en personnel supplémentaire ainsi que les départs à la retraite. Donc en fait, en théorie, on forme suffisamment de personnes. Le problème, c'est qu'on perd des gens au moment de l'entrée dans la vie professionnelle et on les perd en cours de carrière. Donc là, il y a tous ces enjeux autour du maintien du personnel dans la profession, avec voilà, ce moment crucial de l'entrée dans la vie professionnelle, le maintien dans la profession de personnel employé, et la question de la réinsertion professionnelle pour les personnes qui sont parties et qui souhaitent revenir. Et du coup, j'étais heureuse d'apprendre que la HEDS soutient un tel programme. Le rapport contient de nombreuses autres mesures ou détaille des mesures ou des exemples de bonnes pratiques pour aller plus loin dans ces pratiques de maintien du personnel. Il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées, comme le recrutement des élèves, entre autres. Donc, pour aller plus en détail au niveau des recommandations, je vous renvoie à ce rapport. Mais si vous avez des questions de compréhension ou sur envie de discuter de la manière dont nous avons calculé cette offre et ses besoins de relève, je me tiens très volontiers à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir donné cette explication plus approfondie et ces compulsions de données nous permettant d'avoir une lecture de l'évolution. Je vais commencer par une question qui avait déjà dans le chat, qui s'adressait pour comprendre, dans le modèle de projection que vous proposez, comment est pris en compte l'évolution de la population en termes de démographie et de besoins en santé de la population. Alors, ça, on en tient compte, c'est déjà la bonne nouvelle. Au niveau de l'évolution de la population, la caméra est rétablie, je peux parler à la personne. Au niveau de l'évolution de la population, c'est l'OFS qui publie et actualise régulièrement leurs scénarios. Ils tiennent compte de la migration, de la fécondité, de la mortalité. Et voilà, ils nous mettent à disposition ces scénarios sur l'évolution de la population, donc de sa taille, de sa structure par âge. Et par rapport à l'état de santé de la population, ici, on travaille avec 3 scénarios épidémiologiques, mais qu'on utilise seulement dans le domaine des soins de longue durée. Et donc, le scénario, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais le scénario qu'on a retenu pour notre scénario de référence, c'est le scénario dit de compression relative de la morbidité. Donc, on part du principe qu'il va y avoir un allongement de l'espérance de vie, mais que le nombre d'années de vie avec incapacité va rester le même, c'est-à-dire que les incapacités vont survenir plus tard. Donc, les années de vie gagnées sont des années de vie en bonne santé. Au jour d'aujourd'hui, c'est considéré comme le scénario le plus plausible, mais voilà, il y a d'autres. C'est aussi assez compliqué de savoir dans quelle tendance on se situe. Il y a aussi des scénarios qui sont dits pessimistes ou optimistes, mais en tout cas, c'est des éléments qu'on intègre et qu'on thématise. Mais donc, ces 2 éléments sont pris en compte. Merci de votre réponse. Ça montre aussi la force de ce rapport qui réunit l'OFS, l'OPSAN et les autres partenaires dans cette lecture analytique beaucoup plus approfondie que le rapport précédent. Oui. Non, mais moi, je suis très fière de ce rapport parce que je crois que c'est vraiment assez inédit d'avoir mis ensemble autant d'enquêtes différentes et de sources de données et d'avoir pu faire ces collaborations avec l'OFS. L'OFS en général, en fait, c'est avec beaucoup de sections différentes. Et je pense que ça enrichit, ça permet vraiment d'avoir un tableau
un tableau beaucoup plus complet. On a estimé, par exemple, les sorties précoces de la profession. On a utilisé pour ça c'est le relevé structurel de la population. Il y a une publication qui est sortie aussi sur ce thème-là, donc vous pouvez la télécharger sur le site de l'Obsan. Il y aura toujours des limites à ces enquêtes et on ne peut pas garantir qu'on a le nombre précis de sorties de la profession, mais avoir utilisé ces enquêtes-là, c'est mieux que rien. Et là, ça nous a permis de donner une visibilité à cette question des sorties précoces de la profession. Là, nous, on table sur 6700, c'est peut-être 5500, ce sera peut-être 8000, 10 000. C'est très difficile d'estimer précisément, mais en tout cas, de rendre visible cette thématique, c'est voilà, ce que ça nous a permis de faire. Merci. Je vais ouvrir à la salle. Est-ce que quelqu'un aura une question pour le Dr Mercet? Oui. Merci. Ça m'intrigue de savoir pourquoi vous avez fait le choix finalement de ne pas différencier les ES des HES. Et puis, est-ce que vous avez pu voir s'il y a une différence dans la sortie de profession entre les ES ou HES? Alors, pour la deuxième question, en tout cas, non. On a cette enquête, le relevé structurel sur laquelle on se base pour voir les sorties précoces de la profession, demande uniquement le titre obtenu, mais je ne pense pas, avec un taux de certitude de 99%, qui demande la filière de formation. Et en tout cas, là, pour faire des analyses séparées entre ES et HES, en fait, les statistiques des hôpitaux ne font pas la distinction. Donc, on ne sait pas quelle est la part de personnel qui a un titre ES ou HES. On le connaît pour les EMS et pour les soins à domicile, mais pas dans les hôpitaux. Et à partir de là, c'est assez compliqué d'effectuer des analyses distinctes. C'est dommage. Il y aurait en tout cas une attente d'effectuer la distinction. Merci pour les précisions. Il y aura une deuxième question en salle. Merci. Est-ce que vous avez mis ensemble, en quelque sorte, les sorties de profession, enfin, pas les sorties de profession, si on regarde les gens formés, puis on voit les gens qui sont restés, c'est pas la même chose que les sorties de profession, surtout si on voit qu'il y a des régions où il y a beaucoup de personnes avec des diplômes étrangers ou autres qui sont entrés. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment des gens qui sont... Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui sont sortis de la profession et une partie a été compensée par ceux qui arrivaient? Enfin, est-ce que vous avez mis ensemble ces données-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pas à 100%, mais j'identifie votre préoccupation, je pense. C'est une des limites de cette analyse, c'est que les sorties de la profession, c'est sur les personnes qui résident en Suisse. Alors après, s'il y a une personne étrangère avec un diplôme étranger qui est venue travailler en Suisse, qui est sortie de la profession mais qui est restée en Suisse, là, elle est dans nos chiffres de sortie de la profession. Si elle est revenue si elle est retournée dans son pays et qu'elle a été remplacée peut-être par une autre personne étrangère, il y a une sorte de tournus comme ça de personnel étranger qu'on n'arrive pas à saisir avec nos chiffres. Donc ça, c'est une limite. Mais vous avez vraiment des chiffres sur les sorties de profession, c'est ça qu'il y a dans le relevé structurel, c'est ça que vous avez dit? En fait, on connaît la formation apprise et on connaît le statut professionnel. Donc, le métier exerce une activité professionnelle, oui, non, si oui, pour quel métier, dans quel domaine. Et là, on regarde quelle est la part avec une formation dans les soins infirmiers qui n'exerce pas dans une institution de santé en tant qu'infirmière ou infirmier. Merci. Je vais prendre une question qui s'affiche parce qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Une question qui est posée, c'est un taux de couverture de 67% pour le tertiaire. Est-ce quelque chose de réjouissant, rassurant ou alarmant? Compte tenu de ce qui a déjà été réalisé et des goulets d'étranglement au niveau de la formation pratique, à quelles conditions augmenter ce taux de couverture? Devrait-il être à 100? Est-ce envisageable? Je crois que la question, elle ne s'adresse pas à moi, mais elle s'adresse aux acteurs politiques. Bon, je pense que dans le contexte suisse, ce serait de toute façon très compliqué de viser le 100%. Après, c'est notamment une décision politique de vouloir augmenter ce taux d'autosuffisance, qu'on peut aussi nommer comme ça, ou pas.
du point de vue de l'Obsan, on ne fixe pas un seuil normatif, de dire à partir de tel taux, c'est bien, c'est pas assez bien. Après, c'est vraiment aux acteurs politiques de décider jusqu'à quel point ils sont confortables et peut-être se sentent vulnérables. On a vu au moment où les frontières commencent à se fermer, ça met en lumière cette dépendance, enfin cette fragilité. Mais ça, c'est vraiment des décisions politiques. Donc, je ne répondrai pas plus en détail. Merci, on va laisser le temps à interpréter la réponse pour chacun. Peut-être qu'une dernière question en salle. S'il y a une dernière question en ligne pour respecter le timing prévu, est-ce que quelqu'un dans la salle? Oui, une dernière ici, puis après je prendrai une dernière dans le chat. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais bien savoir si on connaît les raisons pour que les jeunes diplômés sortent de la profession. Est-ce que ça c'est déjà connu? Nous, on n'a pas travaillé, on n'a pas d'enquête à disposition sur les motivations. C'est un peu, je pense que c'est un peu la zone grise. Les motifs d'insatisfaction des personnes qui sont, employées dans le domaine de la santé, on les connaît, ils ont été mentionnés. Alors, certains, enfin, on peut mentionner le salaire, mais je pense que c'est de loin pas le seul élément. Le fait d'avoir des plannings de travail suffisamment à l'avance, un personnel encadrant adéquat. Voilà. Ça a été très bien documenté, mais cette perte qu'on a entre le diplôme et l'entrée dans la vie professionnelle, c'est beaucoup moins documenté et ça n'appelle qu'à approfondir la recherche pour bien comprendre ces éléments-là. Mais je pense qu'en tout cas, de bien confronter les personnes le plus vite enfin, ou à la profession, est-ce qu'il y a un écart entre les attentes et la réalité? Je me réjouis beaucoup qu'il y ait eu un pic dans les inscriptions cette année, mais est-ce que ces personnes-là, j'espère que non, ont développé une image romantique de la profession? Enfin, après, quand on est dans le concret, c'est très réel, je suppose, hein, comme profession. Mais ouais, je crois que je ne peux pas répondre plus en détail. Je crois que ça nous ouvre le chemin à mener des enquêtes et pouvoir approfondir le sujet. J'ai une dernière question que je prendrai, mais désolée pour les gens en ligne. Il s'est posé la question, comment vous prenez en compte les personnes formées au niveau tertiaire, c'est-à-dire les gens qui font un master ou un doctorat en sciences infirmières, qui sortent plus souvent de la profession et qui ont différentes fonctions, y compris cliniques. Est-ce qu'ils sont pris en compte dans ces données, ces personnes qui ont après un titre académique ou non? Alors pour le moment, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas encore vraiment thématisé parce que d'un point de vue quantitatif, c'était un petit nombre de personnes et voilà, l'accent, on le mettait vraiment sur les soignants au chevet du patient. Je pense aussi qu'à l'avenir, alors ça plaira pas si on change encore la méthode du prochain rapport, mais moi je pense qu'il faut toujours continuer de se perfectionner. Et nous, là, on avait cette conception très, très étroite du personnel soignant actif et du système de santé. C'est nos 3 institutions de santé. Mais toutes les tâches d'enseignement ou maintenant de management, ou enfin, ces nouvelles fonctions qui viennent avec ces nouveaux titres de formation, ça ne me semble pas non plus adéquat de les considérer comme hors du système, de considérer ces gens comme perdus parce qu'ils ne sont plus au chevet du patient. Donc je pense qu'il faudra aussi qu'on fasse un peu évoluer notre manière d'appréhender la thématique. Jusqu'à présent, je pense que c'était satisfaisant parce que voilà, c'est quelque chose qui est un peu naissant, si j'ai une bonne vision des chiffres. C'est en cours de développement. À l'avenir, il faudra qu'on envisage les choses différemment, sans doute. Merci pour cette ouverture d'envisager aussi la relève. Je vais vous proposer malheureusement qu'on clôt la séance, même s'il y a encore des questions, pour respecter aussi l'agenda et le temps que vous avez pris pour venir. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter le rapport ainsi que réécouter la conférence où vous pourrez métaboliser différemment toutes les données statistiques présentées ce soir et puis poursuivre les échanges pour discuter de ce sujet. En terminant, j'aimerais quand même vous rappeler que cette conférence, elle souligne l'importance de l'initiative de l'Asie pour des soins infirmiers forts. Vous avez ce soir des données encore pour parler de l'importance de notre profession, de son développement, de la place qu'on occupe dans le système de santé. Le rapport met aussi en évidence l'importance d'une pratique avancée. Voilà encore des arguments à partager auprès de vos collègues, auprès de vos proches. Je me permets d'en faire la promotion ce soir.
Ce fut vraiment un grand plaisir d'accueillir Madame Mercet, d'avoir Madame Demierre avec nous ce soir. Je vais juste prendre un petit instant pour les remercier. Et puis, en terminant, pendant que je les remercie, j'inviterai toutes les personnes qui sont en ligne, en terminant, d'ouvrir leur caméra. C'est notre manière de leur dire au revoir et de les voir partir. Et puis moi, je vais en profiter de ce moment pour remettre une petite attention à Madame la conseillère d'État et Madame Mercet et vous souhaiter à tous une excellente soirée. Alors, les gens en ligne, je vous invite à ouvrir votre caméra, vous montrer, vous faire voir avant de rentrer. Le service technique met en place. Et puis, à vous toutes et tous ici présents, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais chercher ma petite partie. Le premier, alors, pour Madame Demierre. Pour vous, Madame Mercet, vous avez entendu, le rendez-vous est pris 2017-2021. Donc, des petites douceurs du canton de Fribourg à déguster jusqu'à votre prochain passage. Moi, je ne crois pas que ça tiendra jusque-là. Mais... C'est pour ça qu'on va le faire plus récent. Et vraiment, un immense merci de prendre le temps de venir ici à Fribourg. Je suis très fière qu'il y avait ces professionnels présents pour vous entendre nous expliquer la réalité épidémiologique de notre profession. Ce travail est vraiment très important pour nous parce qu'on a des enjeux sur la table et c'est grâce à l'Obsan et ses études qu'on peut aussi progresser. Un immense merci. Bonne soirée. Merci à vous en tout cas.